Les objets qui me font rêver. Alors une DS, tout simplement parce que son esthétique me séduit. Pourtant je suis pas du tout branché voiture, tuning et tout le tintouin. Je crois même que j'aurais du mal à faire le distinguo entre une 206, 4x4, 807 ou 708. Ici rien que le nom est beau, je trouve que ça inspire le culte, une certaine sensualité. Peut-être que quand j'étais petit, j'ai gardé en mémoire cette image. Et de toute façon, je crois que cette voiture est gravée dans nos mémoires collectives comme une image mythique. Toujours dans la série des moyens de locomotion, le Vespa, parce que c'est l'italien qui roule sans casque, séduisant les jolies filles. Et j'ai eu la chance de pouvoir monter dessus en travaillant à la gare de Bordeaux. Une de nos tâches consiste à charger des véhicules dans l'autotrain. Et celle-là, elle avait son lot de petits détails, les autocollants, le panier, le fanion. Et pendant l'espace de quelques instants, elle fut mienne. Pour maison, j'aurais bien choisi une pyramide si on considère que ça peut rentrer comme un objet. Je sais que ça manque d'ouverture et puis c'est un peu isolé. Il existe maintenant la pyramide du Louvre qui est suffisamment lumineuse mais trop frontée finalement à mon goût. Ce qui m'attire dans les pyramides, c'est qu'elles renferment plein de secrets qui ne sont pas encore élucidés. Comment elles ont été construites, pourquoi elles sont orientées dans le même sens. Et avec cette multitude de couloirs semblables, on peut passer 2 fois par le même endroit sans s'en rendre compte. Et puis si on peut choisir, j'aurais bien aimé avoir un objet qui me permette de me déplacer en 3 dimensions, comme la cape de Superman, ou bien un tapis volant, ou disons même un avion, mais ça risque d'être un peu encombrant à ranger. L'idéal en fait ce serait d'avoir les bras d'un oiseau. On est en train de s'en approcher dans le domaine de la chute libre avec ces combinaisons un peu spéciales. Et j'aurais bien aimé aussi avoir un grand télescope dans un planétarium. Observer la Voie lactée avec nos yeux, c'est déjà toucher ce qui est pas palpable. C'est comme avec un microscope mais à l'envers. En changeant de point de vue, d'optique, on peut penser que notre pollution lumineuse, elle est aussi belle qu'un ciel étoilé. Mais ce qui révèle du grandiose, c'est d'observer en détail des étoiles, des galaxies, chercher dans l'inconnu. 5 objets que je croyais que ça existait ou je croyais que ça fonctionnait comme ça, de quand j'étais petit. Comme beaucoup, je pensais que les gens de la télévision existaient vraiment dans la boîte de télévision. Je devais penser qu'ils étaient grands comme des Lilliputiens, que dès qu'on éteignait la télévision, ils s'arrêtaient de vivre. Que quand on l'allumait, par contre, ils nous parlaient directement à nous. Et plus tard, en fait, j'étais fasciné par cette image brouillée où je croyais que c'était une invasion de petites choses vivantes à l'intérieur. Ma grand-mère, alors avec les petits trous du téléphone. J'arrivais pas à comprendre alors qu'elle se trouvait à plus de 200 km comment elle faisait pour venir se loger dans les petits trous du téléphone, me raconter des histoires. Et Dieu sait si ma grand-mère est bavarde, je m'étais amusé une fois à chronométrer le temps qu'elle pouvait tenir une conversation et ça a donné un monologue de moins 30 minutes. Et apparemment je lui en voulais quand j'étais petit de pas pouvoir venir me faire la bise alors qu'elle était bien capable de se comprimer à ce point dans le téléphone. Dans le même registre, l'autoroute et la magie des distances. Ce qui m'a fasciné chez mon père, c'est son sens de l'orientation. Chaque été, il nous amenait au Pays Basque en voiture, à bord d'une Volvo que je prenais pour K2000, une sorte de voiture supra-intelligente. Pour moi, la route était particulièrement longue et tout me paraissait immensément grand. Et pourtant, jamais il ne se trompait, on arrivait toujours à bon port. Apparemment, en faisant les courses avec mes parents, je me suis aperçu qu'au supermarché, il existait plusieurs types de lait, le lait crémé, le lait demi-crémé, le lait entier. Je me suis mis à imaginer qu'il devait donc exister des vaches spécifiques pour chaque type de lait. Si ça se trouve, le lait demi-crémé était un croisement entre le lait entier et le lait crémé. Mon grand-père m'avait emmené goûter le lait de vache, et évidemment, j'ai dû penser qu'elle devait pas faire du bon lait, celle-là. Plus tard, ce fut à mon tour de me venger de cet imaginaire sur mon petit cousin. On a réussi à lui faire croire que notre chat était électrique, un peu comme l'homme qui valait 3 milliards, qu'il nous obéissait grâce à une télécommande et que le chat recevait nos directives grâce à sa queue qui servait d'antenne. Un peu comme les autotamponneuses, en fait, pour que l'illusion marche, il nous suffisait de décrire en même temps ce que le chat faisait. Les objets urbains. Vu que les maisons à Bordeaux, elles sont plutôt basses, on peut observer ce qu'il y a sur les toits, les antennes, les cheminées, les conduits. Et sur tous les toits, culminent ces formes. Elles servent d'évacuation de fumée pour l'air.
Mais quand je les vois, je peux pas m'empêcher d'y voir les têtes du méchant héros Dark Vador. Et du coup, quand je vois l'un, je pense à l'autre et inversement. En observant un peu plus bas les portes, les murs, celles des caves aussi, ou de manière un peu plus générale, et en ne conservant qu'une partie ou certains détails, des visages et des formes apparaissent. Et encore un peu plus bas, les rues de Bordeaux sont remplies de ces formes, et on les retrouve au pied des portes des maisons. Maintenant, elles servent surtout à attacher des vélos, mais autrefois, elles étaient utilisées comme des crottoirs. Les rues elles étaient pas pavées, et elles étaient boueuses, donc du coup, c'était les paillassons de l'époque. Maintenant, c'est de quoi faire un véritable défilé de lingerie rurale, par exemple, avec un très joli string urbain. Et en regardant encore plus bas au sol, les plaques d'égout ou les empreintes révèlent elles aussi des silhouettes, des formes. Par exemple ici, une empreinte de mouche face à son miroir. Et pour notre sécurité, on trouve des bornes à eau qui sont semblables à Nono, le petit robot. Et puis ce que j'appelle les boudins de chantier, qui sont plutôt blancs ou rouges, mais souvent en groupe et qui se projettent comme des silhouettes. Les objets d'assise. Les objets que j'ai pour m'asseoir dans mon appartement sont quasiment tous issus de la récup. Du coup, aucune assise n'est semblable. Un vieux divan sans dossier, une loveuse où il fait bon se lever, des chaises d'école que j'ai récupérées, qui sont peintes, et surtout sur le balcon qui fait 1 m², il y a juste la place d'une chaise haute pour lire ou regarder le trafic. Et vu que certaines chaises ne sont pas forcément en très bon état, mais il arrive qu'elles laissent des traces, des souvenirs qu'il faudra effacer si je veux récupérer la caution. Ma chaise du bureau, elle est tout le temps occupée, si c'est par moi, c'est par une pile de vêtements. Certaines se transforment en meubles pour porter des objets. Et il arrive aussi que celles qui sont faites de bois finissent en petit bois pendant l'hiver. Ça permet d'assurer un renouvellement au niveau des chaises et surtout de nous réchauffer. On s'assoit sur une chaise, c'est sa fonction première. L'homme a besoin de s'asseoir pour se déplacer, se reposer, lire, travailler. La multiplicité des expressions sont assez évocatrices là-dessus. Les chaises à bras, chaises longues, chaises percées, chaises hautes, chaises de bureau, chaises roulantes, etc. Dans l'assise, on peut y voir aussi une importance hiérarchique, une certaine manière d'instaurer son pouvoir. Les trônes sont toujours des éléments fédérateurs qu'on peut visiter. Dans Le Dictateur de Chaplin, il y a une scène entre Hitler et Mussolini où chacun veut se situer plus haut que l'un que l'autre et pour avoir cette sensation de domination. C'est peut-être pour ça que les juges sont perchés en hauteur, c'est pour symboliser l'autorité ou la loi. Inversement, on a construit aussi les bancs de métro espacés de manière à ce que les SDF ne puissent pas dormir dessus. En travaillant à la SNCF, je m'occupais de faire prendre le train aux personnes à mobilité réduite. Et les 3/4, ce sont des gens qui sont en fauteuil roulant ou électrique. Et pour monter ou descendre du train, on a besoin d'utiliser un élévateur, dans le meilleur des cas. Et en discutant avec eux, puis du coup en les observant, je me suis un peu mise à leur place et je me suis rendu compte que beaucoup d'éléments urbains n'avaient jamais été pensés pour eux, les privant du coup d'une certaine autonomie. Tandis que dans certains pays européens, ils ont adapté la plupart de leurs transports en commun aux normes pour qu'à l'ouverture des portes, il n'y ait pas d'espace entre le train et le quai. Et ça paraît bénin pour des valides, mais c'est considérable lorsqu'on se retrouve face à ce manque d'autonomie.